Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec, vous l'avez vu dans la vignette, Paul Ponceau, bien entendu, que vous avez tous et toutes apprécié dernièrement avec eh bien, le sujet que nous avons fait, mon cher Paul, sur justement les Men in Black. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu, enfin, beaucoup de gens, il y a quelques personnes plutôt, j'ai envie de corriger, qui étaient déçus parce que voilà, les Men in Black, c'est peut-être pas ce à quoi ils s'attendaient, mais cela dit, il y a d'autres personnes et vous êtes certainement, vous en faites certainement partie, des personnes qui ont été vraiment contentes d'entendre un autre son de cloche. De toute façon, c'est ce qu'on a vu hein, dans la vidéo. Si vous l'avez pas encore regardé, je vous la conseille. On parle de Men in Black du côté jésuite, ok, donc du côté plutôt secte satanique, etc. Et d'un autre côté, on parle effectivement du côté ufologique de tout ce qu'on on sait un petit peu déjà sur les Men in Black. Donc voilà, mais en tout cas, Paul a voulu, de manière assez large, nous décrire un petit peu, nous dépeindre un petit peu ce que sont ces Men in Black, et c'était fort intéressant. Et on vous remercie tous les deux, bien entendu, pour vos gentils messages, vos remerciements, vos abonnements aussi. Donc, grand merci aussi à vous, vous qui êtes arrivés par cette vidéo. Et aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire parce qu'on va parler d'un tout autre sujet, quoique, hein, encore une fois, c'est toujours un petit peu interlié, comme j'aime à le répéter. Aujourd'hui, il s'agit donc du jeu vampirique. Alors, je suis derrière effectivement un château de Dracula. C'était pour en mettre un petit peu, disons, on va dire, le parfum, mais le jeu vampirique, c'est tout autre chose que le simple Dracula des films de série B. Et donc aujourd'hui, Paul va nous en parler. Comment vas-tu, Paul? Eh ben, écoute, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. On a été assez malade ces derniers temps, mais ça Ouais. va mieux aujourd'hui. Donc, on va dire que j'ai plutôt la pêche. Voilà, moi pareil, donc surtout, enfin, alors j'ai pas été malade, mais j'ai la pêche aussi. Et puis surtout, c'est vrai que voilà, en pleine rentrée, on se tape, faut dire, des températures relativement assez basses, quoi, finalement. Donc voilà, de quoi peut-être, pourquoi pas, faire revenir une certaine pandémie en octobre. J'espère pas, mais enfin, voilà, on verra bien. Euh, Donc, cher Paul, aujourd'hui, le jeu vampirique, ce qui comprend beaucoup, beaucoup de choses. Alors, certains sujets dont tu as déjà parlé, bien entendu. Donc, quelque part, ça va être un peu une vidéo qui englobe un petit peu tout ça, entité, parasitage et compagnie. Mais donc, aujourd'hui, le jeu vampirique, oui, c'est vraiment quelque chose d'assez important comme sujet, vous allez voir, parce qu'encore une fois, ça fait partie de notre quotidien sans qu'on y prête attention, surtout quand on se sent au plus bas. Au plus mal, et on ne sait pas toujours pourquoi. Et donc voilà, il y aura peut-être, j'espère, pour vous, chers auditeurs, des réponses. Mon cher Paul, je te laisse commencer quand tu veux. Eh ben, le jeu vampirique, c'est déjà, quand on regarde, pourquoi déjà parler de jeu? Parce que, et justement hier en faisant une interview avec Gélico, donc je sais pas si elle est si elle est déjà parue ou pas, mais on remarquait avec Gélico que il y avait il y avait comme un plan des entités, mais qui prenait énormément de temps de se réaliser. Et Gélico a pointé très justement pourquoi est-ce que les entités ne nous prennent pas notre âme tout de suite et tout ça. Donc, à ce à quoi j'ai répondu, parce qu'elles ont une notion de temps différente. Donc, pour ces entités, 100, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, ça passe comme peut-être une journée, un mois, un an pour nous, mais en tout cas, le temps est différent puisque le temps est programmé dans cette fausse création et c'est lié aux technologies de ces entités non humaines. Mais en poussant cette réflexion un peu plus loin, on peut se rendre compte que dans certains cas, il n'y a aucun but de la part des entités. En tout cas, il n'y a pas un but précis. Parce que, par exemple, il y a un but de prendre nos âmes, de mettre en place le transhumanisme, qui pour moi, c'est quelque chose qui est là pour cacher le fait qu'elles veulent modifier la forme humaine totalement pour nous transformer en entité reptilienne. Ça pourrait faire l'objet ça d'une autre vidéo. Ce qu'il y a derrière le transhumanisme, c'est un niveau au-dessus. Donc il y a ce plan très précis, mais il y a des choses qui paraissent incohérentes dans ce plan. Donc attention, on a des entités qui ont des milliards d'années d'avance sur nous,
Donc c'est très difficile de dire ce qui est incohérent pour elles et tout ça parce qu'elles ont d'autres façons d'appréhender les choses et tout. Mais il y a des choses quand même pour des entités qui sont tellement cliniques, tellement froides, tellement abjectes dans leur efficacité, un petit peu comme des NAZI, il faut dire les choses, qu'il y a un paramètre en plus qui nous échappe. Je donne un exemple. Par exemple, quand des entités enlèvent des personnes et les remettent dans une autre timeline, dans des timelines totalement différentes dont on a parlé dans dans un autre podcast, quel intérêt pour leur plan? Quand on voit par exemple que des personnes sont ciblées par gang stalking, alors que ce sont des personnes qui ne dérangent pas le système, qui n'étudient pas les entités, qui ne sont pas des artistes subversifs et tout ça, qui ne sont pas des chercheurs de vérité, c'est des monsieur et madame tout le monde qui cherchent à mener leur vie et d'un coup, du jour au lendemain, ils se retrouvent totalement ciblés. On se rend compte qu'il y a un autre paramètre. Donc j'ai creusé un petit peu plus et je me suis rendu compte que les entités jouaient littéralement avec nous. Un jeu pervers, un jeu destiné à nous vampiriser. Et j'ai essayé un petit peu de valider ça. Donc, il y a des chercheurs qui ont sous-entendu ça comme John Keel et Charles Fort. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais ils l'ont sous-entendu. Quoique John Keel l'a dit une fois, mais n'a pas élaboré, Charles Fort l'a sous-entendu. Mais les Grecs anciens disaient que l'homme, l'humain, était un jouet des dieux, un pion des dieux, et que les dieux jouaient au dé avec les humains. Et on voit ça notamment avec dans le mythe d'Ulysse, par exemple, où Ulysse est ballotté entre Poséidon et Athéna. Athéna qui avait misé, parié, comme on parie, sur un combat de coq pour un chemin de vie plutôt positif pour Ulysse, et Poséidon qui avait parié sur un chemin de vie négatif. Et on voit tout au long de cette histoire que Ulysse est ballotté entre ces deux forces qui le manipulent. Donc, quelqu'un qui aurait lu Ulysse pourrait dire oui, c'est Athéna la gentille et Poséidon le méchant, mais en fait, Athéna, elle est la méchante quand c'est la guerre de Troie, quand on lit l'Iliade, qui est le préquel d'Ulysse, en fait, c'est elle qui est la méchante et tout. Donc, on voit très bien dans ces récits que l'humain est un pion d'un jeu entre les dieux. De manière contemporaine, Carissa Conti, donc une individu targeted américaine ainsi qu'une abductée, a parlé du fait que dans certaines de ces abductions, dans certains de ces targetings, il n'y avait absolument aucun but. Donc, j'en arrive à la conclusion que parallèlement à un plan très structuré, plan de mise en place des interunivers, de phagocytage collectif de nos âmes, de transformation de l'humain en reptilien et une modification totale du vivant, il y a un autre paramètre. Et cet autre paramètre, c'est le jeu vampirique. Un jeu où les entités jouent avec nous et utilisent ce jeu pour vampiriser notre énergie. Et j'ai poussé mes recherches et je me suis rendu compte que ce jeu commence entre deux incarnations, entre deux vies simultanées avec le choix du chemin de vie. Par exemple, quand on voit les récits de personnes qui vivent des NDE, même des récits de médiums et tout ça, on se rend compte qu'il y a des entités qui vont leurrer les personnes à se réincarner, à consentir à tel ou tel chemin de vie pour réparer un soi-disant karma. Euh, et dans la plupart des cas, le karma est totalement inexistant dans la mesure où les entités effacent notre mémoire entre deux incarnations. Donc je sais, donc voilà, on ne peut pas apprendre de quelque chose quand on nous efface la mémoire. C'est
quand un enfant passe en CM1, si on lui efface toute son année scolaire de CM2, de CE2, toute la mémoire de son année scolaire de CE2, il peut rien apprendre au CM1, il a rien à faire au CM1. Et avec le karma, c'est exactement ça. Donc, les entités leurrent les gens à consentir un certain chemin de vie pour réparer une dette karmique. Et il y a des chemins de vie qui sont positifs et d'autres chemins de vie qui sont négatifs. Par exemple, quelqu'un qui naît dans un bidonville en Inde et qui meurt de la lèpre ou de quelque chose à 5 ans, il aura un chemin de vie négatif. Quelqu'un quelqu'un qui naît en Europe, par exemple, dans une famille aimante et tout ça, et puis qui fait le travail qu'il aime et tout ça, il aura plutôt un chemin de vie positif. Quelqu'un qui est sacrifié dans un rituel satanique aura un chemin de vie négatif, et etc., etc. Donc, ce que je pense, et là, on est dans le domaine de l'hypothèse, mais ce que je pense, c'est que avant de nous incarner, on est le théâtre d'un espèce de pari entre plusieurs entités. Des entités vont parier sur un chemin de vie positif, un autre groupe sur un chemin de vie neutre, un autre groupe sur un chemin de vie négatif. Si c'est le groupe d'entités ou l'entité qui gagnent, je ne sais pas quel jeu elles font entre elles et tout ça, mais si elles gagnent le pari, la personne sera réincarnée avec un chemin de vie positif. L'entité et tout ça lui dira, voilà, écoute, tu auras un chemin de vie positif parce que voilà, tu as peu de dettes karmiques et tout ça. Donc elle incarne la personne et elle va surveiller cette personne. Mais à l'autre étape du jeu, donc dans notre vie physique, si l'entité qui a parié pour un chemin de vie négatif gagne le jeu ou une autre étape du jeu dans la vie physique, la personne va avoir un revers du destin. Donc les gens vont dire, oh, cette personne, tout allait si bien et d'un coup, il y a eu une descente aux enfers et tout ça. Et pour moi, ces descentes aux enfers ne sont absolument pas naturelles. Elles sont liées à des jeux entre entités. Si une personne a un chemin de vie positif, c'est l'entité qui a parié sur un chemin de vie positif qui tient la personne. Puis si elle a une chute dans son destin, si son destin bascule, si tout devient négatif d'un coup, c'est que c'est une autre entité qui a gagné une autre étape de la vie de la personne. Puis après, l'entité, euh, l'entité qui a parié pour un chemin de vie positif peut gagner une étape un peu plus tard, etc. Donc, on est au centre d'un espèce de jeu entre entités et même les chemins de vie positifs, c'est du faux bien, ça paraît positif en apparence parce que tout est dicté par l'entité. C'est pas la personne qui est maîtresse de son chemin de vie. Donc, c'est du faux positif. Et moi, j'ai des cas de personnes dont la vie a totalement basculé et sans aucune raison. J'avais un oncle, justement, le frère à mon père. C'est quelqu'un qui est né juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un milieu de la classe moyenne quand même relativement modeste. Mais c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent, extrêmement dynamique, qui avait un cœur en or et il a eu la chance en fait. Il a eu ce qu'on appelle vraiment la chance. Il est tombé tout le temps sur les bonnes personnes et tout ça. De fil en aiguille, c'est quelqu'un qui a eu qui a eu son bac, euh, ensuite qui est
allé à l'université d'Aix-en-Provence et qui a passé le concours de Sciences Po et tout ça et qui a réussi brillamment, qui est vraiment sorti de son milieu. C'est quelqu'un ensuite qui a commencé une carrière à la Française des Jeux et voilà, qui a vraiment grimpé très rapidement les échelons. Point de vue amoureux, c'était pour lui génial parce que la fille que tous les jeunes du village convoitaient est tombée amoureuse de lui, c'est devenu sa femme et tout ça. Enfin, tout allait bien. Et à un moment donné, euh, il a été nommé directeur d'une filiale de la Française des Jeux. Donc, vraiment un poste extrêmement important. Et à l'époque, c'était un truc de fou. Il gagnait 100 000 francs par mois. C'était 15 000 euros par mois. Mais en plus, c'était quelqu'un qui menait la vie telle le voulait et tout ça. Il était vraiment uni avec sa femme, beaucoup d'amis et tout ça. Écoute, Alexis, du jour au lendemain, et en plus qu'il y avait un cœur en or, il était connu pour ça, du jour au lendemain, oui, il se prenait pas la tête, il aidait il aidait les gens et tout ça. Du jour au lendemain, et du jour au lendemain, il s'est senti malade. Il a fait des examens de routine, il a commencé à tousser. Il était diagnostiqué avec un cancer du poumon, stade, stade 4, stade métastasique, donc moins d'un an à vivre. Et effectivement, il est mort 8 ou 9 mois plus tard. Il avait acheté une maison à crédit, donc comme sa femme ne pouvait pas payer le crédit et tout ça, enfin leur vie s'est totalement effondrée. En plus, comme il aidait beaucoup la famille de sa femme et tout ça, quand il est mort, bah, c'est la vie d'énormément de personnes qui a vraiment basculé. Donc sa femme, tant bien que mal, a continué, mais c'était plus du tout la même chose sans lui et tout ça. Et elle est morte juste avant ses 50 ans d'un arrêt cardiaque. Elle est morte nette. Donc, tu vois, et dans l'oubli et tout ça. Donc, tu vois un petit peu. C'est un couple que tout le monde adulait dans leur cercle d'amis et tout, euh, qui sont en plus des gens vraiment de bien et tout. Ils montent à un certain niveau et tout se casse la figure d'un coup, sans raison et tout ça. Donc tout le monde a dit, c'est le coup du destin. Mais moi, je pense que c'est pas le coup du destin, c'est le jeu, cette espèce de jeu pervers des entités. Ça peut être une entité qui a parié sur une vie positive pour eux, puis après, à une autre étape, une entité qui apparaît une vie négative gagne et puis les détruit. Et c'est ça le jeu vampirique des entités sans âme. On est un espèce de pion des entités sans âme. Et c'est vu dans des films comme L'Agence. Autre chose aussi, il y a quelques années, je parlais à un désenvoûteur et ce désenvoûteur disait, tu n'imagines pas le nombre de couples qui s'aiment et tout ça, qui sont en train de dîner aux chandelles et tout. Et 3 heures après, ils font un dîner en amoureux où ils font ce que font les couples et tout ça. Et 3 heures ou 4 heures après, des couples qui ont été ensemble pendant 10, 15 ou 20 ans se séparent sans aucune raison. Et ce désenvoûteur disait, c'est des problèmes qui sont liés à la magie noire, mais il n'y comprenait rien. Et je pense que c'est au-delà de la magie noire, c'est littéralement cette espèce de jeu pervers entre les entités que des chercheurs comme Eve Lorgel ont montré. Donc il y a cette espèce de jeu constant entre les entités qui jouent avec nous, qui se battent pour avoir notre âme. Et pourquoi elles se battent? Pour prendre notre louche, pour prendre notre énergie. Donc c'est vrai, c'est vraiment un truc de fou. Et ce que je pense, c'est qu'on est au centre d'un jeu entre différentes entités. Et donc, on revoit
la notion d'ange et tout ça sous une autre perspective, parce que beaucoup de gens parlent de l'ange gardien. Est-ce que quand on a un ange gardien, c'est un ange gardien, un être de la vraie lumière, ou est-ce que c'est pas tout simplement une entité qui a parié euh, sur un chemin de vie positif pour nous et qui joue le rôle d'ange, mais on reste un pion vis-à-vis de cette entité. C'est un peu, par exemple, si tu organises, si tu organises un combat de coq et tout ça, si c'est ton coq sur lequel tu vas parier, tu vas t'occuper de ton coq et tout ça, mais ça ne veut pas dire que tu l'aimes, ça veut dire que c'est un instrument pour pour arriver à tes fins. Et je pense que pour les entités, c'est tout ça. Et ce jeu vampirique, on le retrouve donc entre deux incarnations dans cette notion de chemin de vie. On le retrouve aussi dans peut-être dans cette notion d'ange et de démon. Et on le retrouve un petit peu de partout. Et on retrouve cette espèce de jeu dans les phénomènes dits de ciblage en réseau aussi. Par exemple, pourquoi une personne va être ciblée alors que c'est une personne qui ne dérange pas du tout, parce que moi j'ai enquêté sur le ciblage en réseau depuis très longtemps. J'ai parlé à beaucoup de personnes ciblées et il y a effectivement des personnes ciblées qui sont ciblées parce qu'elles dérangent. Ça peut être des chercheurs de vérité, aussi beaucoup d'artistes, aussi une personne qui a été ciblée parce qu'elle a dénoncé carrément des réseaux sataniques derrière certains street artistes très, très connus, donc lui, un ciblage en règle avec de la magie noire, des entités, des armes à énergie dirigées, qui a fini par tuer ses parents, qui a tué un de ses chats, qui a vraiment foutu en l'air sa vie avec son couple et tout ça. Donc ça, c'est clair, mais il y a des gens qui sont ciblés sans aucune raison. Combien de témoignages on a eu de personnes qui étaient ciblées et qui ne comprenaient pas pourquoi elles étaient ciblées. C'était des gens qui menaient des vies tout à fait normales, qui ne s'intéressaient pas à la recherche de vérité, qui avaient un travail normal, qui cherchaient juste à apporter du pain sur la table. Pourtant, ces personnes étaient ciblées. Et je pense que c'est dans ces cas que se situe la réponse. Et si certains cas de ciblage n'étaient pas un espèce de tirage au sort, un jeu de ces entités qui tirait au sort aléatoirement une personne pour la cibler, pour vampiriser, son énergie pour vampiriser son louche parce que derrière le ciblage, il y a le vampirisme, il y a le vampirisme psychique et tout ça. Et ça a été confirmé par des personnes ciblées qui m'ont expliqué que, il y avait des célébrités qui s'amusaient à filmer des gens chez eux sans qu'ils s'en rendent compte et à les torturer avec des armes à énergie dirigées et tout ça, et qui faisaient des espèces de paris entre eux pour savoir qui torturerait le plus de personnes et tout ça. C'est un jeu absolument pervers, absolument abominable. Et derrière ça, il y a des entités, il y a des entités non humaines. Donc on voit ce jeu pervers, abominable, un jeu comme font les tueurs en série, qu'on retrouve un petit peu partout. J'ai donc essayé de vérifier ça avec, avec Nagiste de la chaîne Voyageuse des mondes subtils. Et Nagiste est arrivé à la même conclusion, qu'il y a un plan très structuré derrière le ciblage, avec diverses sociétés secrètes et tout, mais que derrière ça, il y a des entités et qu'il y a un aspect jeu dans le sens vampirisme et tout ça. Il y a des disparitions qui sont liées à l'eau, donc ça, c'est le tueur au smiley. Donc, c'est David Paulides qui a enquêté sur ça et, et Steph Young, donc
David Paulides, c'est un auteur américain spécialisé dans les disparitions. Steph Young, c'est une auteure anglaise spécialisée aussi dans les disparitions, les questions ufologiques et tout ça. Et William Ramsey, un journaliste d'investigation américain, un vrai journaliste, et ils ont enquêté sur le phénomène du tueur au smiley. Le tueur au smiley, c'est quoi? C'est des jeunes hommes qui ont en général entre 20 et 30 ans, qui sont des gens brillants, brillants dans leur domaine, qui excellent dans leur domaine. Ça peut être le domaine sportif, le domaine des études, ça peut être n'importe quel domaine, mais le profil type, c'est quelqu'un qui excelle dans son domaine, quelqu'un qui est physiquement grand et physiquement plutôt beau, quelqu'un aussi qui est très équilibré et très athlétique. Et certes, typiquement, ces gens-là vont être ciblés lors de sorties entre, et ça, c'est Paul Haïdès qui décrit ça très bien. Et typiquement, ces gens-là vont faire des sorties entre copains. Donc, c'est des jeunes de 20, 30 ans. Ils font des sorties comme beaucoup de jeunes. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ils vont être séparés de leur groupe d'amis. Ou, par exemple, ils vont rentrer dans une dispute dans un bar et faire mettre en dehors du bar alors que c'est pas du tout leur genre de se disputer. Ou bien, ils vont être sous alors qu'ils ont tendance à pas beaucoup boire et ils vont être mis dehors. Et très souvent, d'ailleurs, les enquêtes ont montré qu'en fait, ils étaient sous parce que des choses étaient rajoutées dans leur boisson et tout ça. Ou bien, ils vont décider de partir et puis ils ne reviennent pas. En tout cas, il y a des preuves de ça avec les caméras de surveillance et tout. Et ces personnes vont être retrouvées plusieurs semaines plus tard, décédées au niveau de l'eau. Donc, comme tout le monde va dire typiquement, ah oui, ils étaient sous, ils sont tombés dans l'eau et ils sont morts noyés. Et pourquoi ça s'appelle le tueur au smiley? Parce que très souvent, il y a un smiley qui est peint à l'endroit où ces personnes à l'endroit où ces personnes sont retrouvées. Donc, en fait, Paul Haïdès, comme c'était des disparitions et tout, il s'est intéressé à ça et il a poussé l'enquête plus loin. Il a interrogé des policiers new-yorkais, notamment le détective Gannon, un ancien de la police de New York, qui a dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens ne meurent pas dans l'eau. Ils, ils sont enlevés, séquestrés quelque part, torturés, et après, leurs dépouilles sont amenées dans l'eau. Et c'est une mise en scène pour faire croire qu'ils sont noyés. Et ça, le détective Gannon avait vu qu'il y avait par exemple des larves de mouches de maison sur un cadavre et tout ça, ce qui aurait été impossible dans l'eau. Donc, Steph Young a poussé ses enquêtes un petit peu plus loin et a montré des corrélations entre certaines disparitions et des réseaux sataniques et des sociétés secrètes et tout ça. William Ramsey a montré une corrélation aussi entre certains réseaux NAZI et certaines de ces disparitions. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment troublant et c'est vraiment troublant. Et il y a toujours un caractère paranormal dans le sens où ces personnes, il y a du symbolisme occulte à proximité, très souvent des lieux de disparition. Beaucoup de personnes disparaissent dans des endroits où il y a déjà eu des rituels sataniques et tout ça. Il y a des personnes aussi. Alors, tu verras pourquoi je fais le rapport avec le jeu pervers. Il y a des personnes aussi qui vont appeler leur famille avant de disparaître dans un état de confusion terrible et qui vont dire à leur famille, il y a des gens bizarres qui me poursuivent et tout ça. Après le téléphone coupe et tout ça, il y a beaucoup de cas qui ont été très médiatisés. Euh, donc je me suis dit, on pourrait faire une enquête avec Voyageuse des mondes subtils sur ce phénomène parce que
en état de conscience modifié. Donc, Nag de Voyageuse des mondes subtils, que je recommande la chaîne du reste, elle se met dans un état de transe, c'est entre remote viewing, sortie hors du corps et tout, et c'est quelqu'un qui est très fiable. Par exemple, elle ne va pas donner une information. Si elle ne sait pas, elle dit je ne sais pas. Elle ne va pas remplir les choses. Et parfois, les informations qu'elle a sont très symboliques et tout, parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça très sérieusement et tout ça. Et elle a dit que le phénomène, alors c'est ses conclusions, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le dit, que c'est lié, qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui disparaissent, mais aussi des femmes et des enfants, que c'est lié à des groupes de personnes très riches qui qui vont en fait parier euh, sur le fait qu'ils vont enlever une personne avec tel profil et ensuite faire en sorte que son corps soit retrouvé à tel endroit après l'avoir torturé. Et tout ça, c'est des paris absolument abjects, comme il y avait un peu dans la série des hostels et tout ça. Et voilà, enfin, des paris absolument abjects, abominables. Donc, elle a dit qu'il y avait ça, cette espèce de jeu pervers. Mais elle a dit, et c'est là où ça devient intéressant, que tous ces jeux abjects de personnes complètement psychopathiques et très certainement possédées étaient contrôlés par des entités non humaines. Et elle a dit, ces entités jouent avec tout ça. Elles jouent avec tout ça. Donc c'est ça aussi une des composantes du jeu vampirique. Et c'est quelque chose qui va très très loin, qui concerne énormément de phénomènes paranormaux. Il y a cet aspect jeu. Donc, je ne sais pas si tu as des questions et tout ça. Après, je vais passer à vraiment l'aspect paranormal. Mais est-ce que tu as des questions, des choses? Parce que c'est... Des questions, pas vraiment, c'est plutôt des rapprochements que je pourrais en faire. Là, toi, tu parlais par exemple de, ouais, de l'eau, ça c'est très intéressant parce que faut savoir que je regarde quelques chaînes de true crime, hein, Oui, parce que je voulais préciser aussi qu'il y a des disparitions liées à l'eau qui sont liées à l'action directe des entités, voilà. où des entités possèdent des gens et les font se noyer. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose pour récupérer. Par exemple, il y avait un jeune, il était un jeune étudiant très bien intégré et tout ça, d'une 24-25 ans, donc je crois dans la région de Chicago, peu importe. Et il va au bar avec ses amis et il va fumer une cigarette et disparaît. Bon, là, il est retrouvé quelques jours plus tard noyé et simplement les caméras de surveillance sont analysées. Et là, les caméras voient un truc absolument abominable. Ils voient la personne sortir, fumer sa cigarette, allumer sa cigarette, et d'un coup, la personne qui, je précise, n'est pas en état d'ébriété, n'a pas pris de drogue ni rien, elle commence à se déshabiller et se jette à l'eau et se noie. Et ça ressemble aux histoires d'Ondine de l'ancien temps qui possédaient les gens pour les faire se jeter à l'eau, tu vois. Par exemple, il y a, donc je disais, je regardais des chaînes de true crime, donc soit de cold case, donc d'affaires non élucidées, soit d'affaires élucidées où on a retrouvé le meurtrier, etc. Bon, bref. Et il y en a quand même quelques-unes qui sont pas élucidées réellement, dans le sens que, par exemple, il y a Théo en Australie, enfin, c'est un Belge en fait qui a disparu en Australie il y a déjà quelques temps, en... il y a déjà ouais, quelques années, quoi, hein, ça date pas de hier. Et il y avait une émission assez intéressante qui disait que c'est souvent le GSM, le smartphone qui ping, hein, comme on dit, qui donne un dernier signal, si tu veux, au satellite. Et par exemple, c'est vraiment la description de ce que tu en fais. Notamment, lui, bah, par exemple, on sait qu'il est allé dans une discothèque en Australie. Il s'est fait éjecter d'Australie, de la discothèque, pardon. C'est un peu l'émotion parce que il s'est fait éjecter de la discothèque. Là-dessus, il est allé vers la plage.
c'est ce qu'on a vu en traçant un petit peu le GSM, quoi. Et à un moment donné, ben, là, on perd toute sa trace, quoi. On perd complètement sa trace, donc on ne sait pas où est son corps actuellement. Bon, bref, de toute façon, il ne doit plus rien rester, clairement. Mais on ne sait vraiment pas. Et soi-disant, il aurait reçu un coup de fil de quelqu'un d'assez mystérieux et qui l'aurait fait aller vers la plage. Enfin bon, bref. Il y a aussi un autre exemple, c'est une fille en Amérique. De toute façon, si je retrouve le nom, je le mettrai ici en description, hein. Si je ne l'ai pas trouvé, je ne peux pas. Mais à mon avis, elle, je vais la trouver aussi. Elle, c'est une disparition, je vais le faire en deux phrases. C'est une fille qui jouait dans un groupe, qui avait un petit ami, donc elle était musicienne, donc hein, un groupe de musique, quoi. Elle habitait plus avec ses parents, mais enfin voilà, elle n'était pas forcément en dispute, je crois. Euh, Elle s'était donc trouvée un appartement ou un flat, comme on dit. Enfin, nous, on dit un flat, même encore en Belgique aussi, hein, à l'anglaise. C'est plutôt un petit appartement, quoi, quelque chose de vraiment petit, presque un studio, quoi. Et avec les moyens du bord, en fait, hein. Donc, elle se trouve cet appartement-là. Elle n'a pas forcément de petite amie, mais bon, elle a des comportements un peu bizarres avec ses amis, disons, avec les personnes qui l'entourent. Et en fait, il y a des caméras qui la filment. Et il la trouve très bizarre sur les caméras. En fait, c'est un grand mystère, un mystère qui restera irrésolu, sauf si on va sur cette piste que tu dis aujourd'hui. Et tu la vois, en fait, se trimballer avec son sac. Il est déjà une heure tardive, hein, presque minuit passé, facilement. Un quartier où il y a vraiment personne, hein, aux États-Unis. Bon, bref. Et elle se promène comme ça et elle a l'air perdue. C'est comme si elle trouvait pas son chemin alors qu'elle est vraiment, ben, disons qu'elle est vraiment quoi à deux maisons près de là où elle devrait rentrer, quoi. Et tu la sens perdue. Elle est vraiment paumée. Et en fait, il s'avère que bon, naturellement, les caméras filment pas tout, hein, il n'y a pas des caméras partout, etc. Et il s'avère qu'on l'a retrouvée dans une rivière, un peu plus loin, pas tellement plus loin, mais genre 500 mètres peut-être plus loin. Enfin 500 mètres, 1 kilomètre, pas, peut-être beaucoup moins que ça. Et on la retrouve dans une rivière. Il y en a qui disent noyée, bien entendu. Mais donc vraiment sur la caméra, on la voit paumée. Moi, je trouve ça vraiment. Enfin, c'est déjà en soi, c'est déjà terrible d'être parent et d'avoir ces documents-là, de se dire que notre fille, notre fils s'est retrouvé comme ça complètement paumé, mais complètement sans raison. Alors bon, il y en a qui vont dire ouais, mais il y a les stupéfiants, machin. Bon, bref, oui, ça je dis pas le contraire, mais on sent qu'il y a autre chose. On sent qu'il y a autre chose, et je crois que c'est là où tu vas en venir. Et finalement, j'aurais presque aussi envie de rebondir. Ce que tu racontes, c'est presque lié aussi à ce qu'on a dit dans l'émission récemment avec les Men in Black. Il y aura peut-être sûrement un lien avec ça. Enfin bref, en tout cas, voilà. C'est quelques exemples comme ça. Et c'est triste, mais je suis content que tu en parles parce que moi, je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Et après, je te laisse parler. Il n'y a vraiment pas de fumée sans feu. Je me dis toujours que la thèse comment est-ce qu'on dit ça, du fou isolé qui va attaquer quelqu'un, que ce soit une fille, un garçon, peu importe. Oui, il y en a, bien entendu, hein, bien entendu, on le sait, il y a des criminels partout, il y a des zinzins partout, on le sait, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, le problème, c'est que là où ça me dérange, c'est la façon dont les personnes disparaissent. Il y a des motifs, il y a des mobiles, motifs, je sais pas comment on pourrait dire, plutôt des motifs, des excuses presque limite au grand public qui ne me conviennent pas, moi, en fait. Il y a des Oui, choses et qui ne me puis, conviennent pas. et le smiley aussi qui est retrouvé Ouais, ça, je toujours. connaissais pas, par contre. Ça a toute une connotation occulte. C'est Paulides qui en a parlé. Ça a été confirmé aussi par William Ramsey et Steph Young qui ont vraiment mené des enquêtes très poussées. C'est vraiment des journalistes d'investigation très, Intéressant. Intéressant. après, je partage pas forcément leurs conclusions, surtout de William Ramsey, parce qu'il reste au niveau des cinq sens. Je pense qu'il y a quelque chose de paranormal, mais très très bien déjà, qui s'intéresse à un sujet comme ça, qui est presque tabou, en tout cas, dont personne ne s'intéresse. Donc génial, je trouve. Ah, c'est très, très, très intéressant. Je connaissais absolument pas du tout. Et crois-le bien qu'après cette interview, je vais aller voir un petit peu tout ça. Oui, oui, c'est très. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Bah, enfin, je dis quelque part, voilà. Je pense il y a des gens comme ça
Puis- Ah, encore un autre exemple, et après on peut peut-être partir sur le paranormal. Voilà, tiens, une bonne transition que je pourrais faire. Tu te ça, tu as déjà certainement vu, Paul. Enfin, vous avez certainement vu ça aussi, chers auditeurs. Cette vidéo, je la mettrai en lien, parce que je peux pas forcément la diffuser, d'une fille qui est dans un ascenseur, c'est en Asie, je crois. Tu vois, c'est très connu. Je sais pas si c'est en Asie ou en Amérique, mais bon, elle est asiatique, la fille en tout cas. Elle est dans l'ascenseur et elle se sent comme suivie. Et on voit là la caméra de l'ascenseur hein, qui filme ces derniers instants, et tu la vois sortir de l'ascenseur, et puis elle rentre de nouveau dans l'ascenseur, je crois, et tout d'un coup elle se sent comme appelée, et on dirait qu'elle parle à un être invisible en fait. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, Et- c'est Elisa Lam, Ah voilà, ça, c'est une jeune fille, une Canadienne d'origine asiatique, donc qui était en voyage à Los Angeles et elle est restée dans un hôtel qui a la réputation du reste d'être hanté. Ça s'appelle l'hôtel Stanley. Il y avait eu une espèce de série qui avait été faite basée sur cet hôtel avec Lady Gaga et tout ça. American Horror Story, ça s'appelle. Mais disons que cet hôtel, c'est un lieu où beaucoup de tueurs en série sont restés, où il se passe des choses très bizarres. Et un jour, la jeune fille se sentait suivie, comme tu dis. Les caméras de surveillance la voient complètement effrayée et tout ça. Puis après, pas de nouvelles pour sa famille et tout. Et elle est retrouvée plusieurs mois après ou plusieurs semaines après dans l'espèce de château d'eau de l'hôtel, alors que personne ne pouvait savoir comment elle y est arrivée. Et tout, c'est très bizarre. Et d'autant plus que dans des cas de mutilation animale en Argentine, il y avait des animaux qui avaient été mutilés en plein cœur de l'Argentine, et tout ça. Et à côté de ces mutilations, il y avait un paysan, il avait perdu toutes ses vaches. Et ces vaches ont été retrouvées mortes quelques jours plus tard, en décomposition, dans un espèce de château d'eau. Donc, il y a vraiment quelque chose, un lien entre ces atrocités et l'eau. certains vont dire peut-être dans les commentaires, ouais, c'est pour effacer les traces, oui, c'est facile. Parce que justement, cette jeune fille se retrouve justement dans ce château d'eau, dans cette réserve d'eau là qui a au-dessus sur les toits de de l'hôtel, hein. Il faut savoir qu'en plus la trappe elle est hyper lourde pour pouvoir la soulever, etc. Donc voilà. Enfin bref, c'était pas certainement pas une personne isolée qui a fait ça. Enfin c'est dingue, je veux dire, c'est fou. Et là les animaux en l'occurrence, bonne chance quoi. Je veux dire, soulever un Oui, animal, et surtout une vache comme ça, c'est non. impossible. Non. Donc, ouais, il y a peut-être une question ufologique là derrière, mais enfin, en tout cas, on revient toujours, de toute façon, ufologique, qui dit ufologie maintenant, quand on creuse un peu, hein, c'est pas les petits gris, enfin, c'est pas, on n'en sait rien, mais c'est toujours des, des entités exogènes, des entités, voilà, des entités tout court, ou alors effectivement un groupuscule, encore une fois, dit sectaire, hein, pour ne pas les citer. Mais globalement, ouais, il y a vraiment un truc disons, à creuser, si j'ose dire, ou à noyer plutôt. Ça, c'est un peu glauque ce que je raconte. Mais enfin, voilà, c'est vrai que... euh, non, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, c'est glauque à la fois, c'est triste, bien entendu, pour les victimes. Ça, c'est clair. On ne s'en amuse pas. Et je dirais même aussi, on a l'impression, même avec ce que tu racontes, dans cette première partie, en tout cas, je voyais en fait l'image un petit peu de Jules César, tu sais, qui s'amuse justement sur euh, avec les esclaves de l'époque, où il les faisait combattre, hein, les gladiateurs, voilà, où il les faisait combattre contre des animaux, ou homme contre animal, etc. Tu sais, à Rome, dans le Panthéon, etc. Et enfin, j'imaginais vraiment ça, quoi, en fait. Quelqu'un de supérieur qui joue avec, finalement, comme tu dis, la vie d'autrui, finalement, hein. C'est, voilà. Comme tu dis, le combat de coq, il n'y a pas de raison que si le combat de coq existe, si des humains de bas niveau, au niveau vibratoire, sont capables de faire ça, même pas, hein, peut-être des gens, peut-être même dans la noblesse, c'est tout à fait possible. Si c'est possible de faire ça, alors je crois qu'il est possible de faire exactement la même chose avec des humains, il n'y a pas de problème. De toute façon, on le sait, les horreurs.
Bah, Et, du reste, Cathy O'Brien décrit ça. Elle décrit des jeux de chasse ah oui, à l'humain menés par les soi-disant élites. C'est décrit dans son livre, hein, du reste. dans la forêt, Donc, etc. On le sait bien, oui, voilà. même si ma mémoire est bonne, en Belgique, avec l'affaire du trou, c'était Ouais. ça, hein, des trucs Oui, absolument abominables. ici. Carl Zero a d'ailleurs interviewé une victime qui a vécu ça, donc qui a dû être, qui a été sauvé, hein, qui a été sauvé, puis, enfin, alors sauvé non, oui, il y en a eu deux en fait. Alors il y en a eu deux, il y en a une qui justement est d'origine belge, qui a été sauvée, enfin, qui est partie à New York. Je crois que c'est bizarrement, c'est un du groupuscule apparemment qui, je sais pas, tout d'un coup a tourné kazakh, qui se dit, mais c'est pas bien ce que je fais. Enfin bref, ça j'ai un peu du mal à y croire, mais bref, pourquoi pas, hein, la grâce peut arriver pour tout le monde, je suppose. Et il l'a sauvé, il l'a embarqué, on va dire, il l'a kidnappé en Amérique, et là, elle est encore en vie, et elle en parle, je crois qu'elle a même fait un bouquin, je ne sais plus son nom, je mettrai ça aussi en bas. Et alors, il y en a une autre que Carl Zero, par contre, a interviewé, c'est, je crois, une d'origine suisse, ou, ouais, pas, ouais, une femme d'origine suisse, qui, donc, a vécu tout ça en Belgique aussi, dans des réseaux, hein. Et donc, elle a survécu parce que, malheureusement, elle a servi de guide, enfin bref, entre enfants, sans rentrer dans les détails, si tu veux survivre, tu fais ce que finalement ton geôlier te demande de faire, et tu pries pour survivre, pour rester en vie, et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a aussi, je crois, fait un bouquin. C'est très 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 lourd comme interview, c'est vraiment très lourd. Franchement, c'est... Alors tu voulais peut-être encore peut-être dire quelque chose par rapport à tout ce qui est paranormal, ou tu vas... Ou est-ce que tu... Oui, je veux bien pas. Parce que ce jeu vampirique, on le retrouve aussi dans les phénomènes paranormaux. Par exemple, les abductions. Même si c'est les abductions, il y a ce côté jeu pervers avec les abductés. Je me rappelle, j'ai reçu le témoignage d'une abductée il y a très longtemps, il y a presque 20 ans de ça, qui m'avait dit que quand elle subissait des enlèvements par des reptiliens, des entités reptiliennes et tout ça, et ça, son témoignage était extrêmement intéressant parce qu'elle subissait des enlèvements avec toute sa famille. Et ils avaient, elle et son mari avaient des traces physiques sur le corps. Suite à ces abductions, elle avait développé un diabète, beaucoup de problèmes de santé et tout ça, alors que c'était une personne relativement jeune. Et elle, un jour, elle s'était faite enlever avec son plus jeune fils. Et elle s'était rappelé que les entités reptiliennes mettaient des balles en mousse jaunes dans les mains de personnes qu'elle souhaitait éliminer. Donc, lors d'une abduction, son fils, son fils a rencontré quelqu'un qui lui a enlevé sa balle en mousse jaune parce que le fils avait reçu une balle en mousse jaune. Donc, donc ensuite, leur abduction s'est terminée. Ils se sont retrouvés dans leur lit et tout ça, et la dame était vraiment troublée par l'abduction. Donc, à l'époque, c'était les forums Internet. Elle s'est connectée sur les forums Internet pour essayer de parler à des abductés aux États-Unis. Et les abductés aux États-Unis parlaient de de cette balle jaune aussi, qui était mise dans les mains de personnes à éliminer par les entités. Et une des personnes sur le forum, sa fille avait reçu une balle en mouche jaune et était morte d'une forme très rare de méningite et tout ça extrêmement rare. Donc ensuite, cette dame avait fait une enquête pour savoir qui avait pris la balle en mousse de son fils. De fil en aiguille, d'après la description du fils et d'après les souvenirs qu'elle avait, parce qu'elle avait des souvenirs conscients, elle s'est rendue compte que c'était un jeune de son quartier. Et donc, elle a voulu prendre des nouvelles du jeune du quartier. Et suite à la balle en mousse, il avait développé un cancer. Après, il s'en est sorti, heureusement, mais c'est pour voir un petit peu. Or, on voit des abductions comme ça et on voit le symbolisme de la balle en mousse. C'est absurde, surtout pour des entités qui ont des technologies comme ça. Est-ce que tu n'y vois pas, Alexis, un espèce de jeu pervers que mènent les entités? Puis il y a le jeu
sur les noms lors des abductions, les entités et lors des contacts. Elles prennent le nom de Thorhan, Valtor et tout ça, des références au dieu Thor, par exemple. Elles prennent les noms de personnages de la mythologie et tout ça, toujours pareil. Cet aspect jeu sur les noms. Enfin, on retrouve un jeu absurde dans toute l'ufologie des jeux sur des dates et tout ça. Et pour moi, ça va au-delà, ça va au-delà d'un hasard. C'est le jeu des entités sans âme, un espèce de jeu vampirique de la part de ces entités sans âme. Et la balle en mousse, ça paraît tellement grotesque et tout. C'est un petit peu comme dans les mises en scène des alunissages et tout ça, il y a des erreurs qui sont complètement flagrantes. Et ces erreurs flagrantes sont mises là pour à la fois que les gens y passent à côté sans les découvrir et à la fois pour être découvertes, pour faire tourner en rond les chercheurs de vérité. Je pense que même la balle en mousse et tout ça, c'est pour faire tourner en rond. Et on voit très bien que les entités vont prendre, alors c'est à la frontière du jeu vampirique, mais pour séduire des personnes, pour que les personnes adhèrent à elles, les entités vont utiliser les croyances de la personne pour se manifester. Par exemple, des entités non humaines vont se manifester comme la Vierge Marie ou comme un personnage religieux si la personne est dans la religion et tout ça. Et elles utilisent ces croyances, elles jouent avec les croyances de la personne pour se manifester, pour mieux manipuler la personne. Alors attention, je dis pas que toutes les apparitions de la Vierge Marie sont des manipulations d'entités, parce qu'il y a des apparitions qui sont authentiques, au moins dans le sens être de lumière, qui prennent la forme d'un personnage religieux pour pouvoir communiquer. Mais beaucoup d'apparitions mariales et d'autres personnages religieux sont authentiques dans le sens où ce que décrivent les témoins est absolument vrai. Ça, la question ne se pose pas. On voit la sincérité quand ils parlent et tout, mais l'entité qui est derrière ces manipulations n'est pas ce qu'elle dit être. C'est très souvent des entités qui se font passer pour la Vierge Marie, qui manipulent le voyant, qui manipulent le témoin pour le vampiriser, pour prendre pour littéralement prendre son énergie et générer un système de croyances. Et ça explique aussi que beaucoup de personnes tombent malades suite aux apparitions de ces entités parce qu'elles vampirisent l'énergie. Bernadette Soubirous, par exemple, est tombée malade. En tout cas, son état de santé s'est aggravé suite à l'apparition de loup. Ensuite, l'Immaculée Conception, l'entité qui se présentait pour l'Immaculée Conception, lui a fait manger de la terre et tout ça. Et moi, je suis désolé, dans mon monde, c'est pas comme ça qu'on teste la foi de quelqu'un. Ça, c'est pour une moquerie, c'est une moquerie abjecte pour la vampiriser, pour se moquer des gens. Et ça, c'est typique du jeu des entités qui manipulent pour vampiriser le témoin, pour aussi manipuler les gens, pour générer des systèmes de croyances, parce que les entités, elles attirent des gens à l'autre qui donnent l'énergie émotionnelle, mais beaucoup de gens vont penser guérir et ils ne guérissent pas. Et en fait, ils donnent l'énergie émotionnelle à ces entités. Et les rares miracles qui ont eu lieu à Lourdes, parce qu'il y en a des miracles authentifiés, ça vient des entités qui mettent en scène ces miracles pour entretenir la croyance. Et puis après, il y a aussi l'effet placebo et tout ça. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu pervers. Il y a un espèce de jeu pervers et on retrouve ça dans tous les phénomènes paranormaux, dans les contacts d'Adamski. Adamski a un contact absolument authentique. Du reste, il y a un chercheur danois, si ma mémoire est bonne, pas Gérard Dartsen, mais un autre, un chercheur danois, peu importe, oui, qui a montré que dans les premières photos prises par George Adamski, il y avait une entité. Or, Adamski n'aurait pas vu l'entité. Et l'entité correspondait trait pour trait à l'humanoïde décrit par Adamski.
comme- Ça montre bien qu'Adamski disait la vérité, qu'il avait des contacts physiques avec des entités non humaines. Mais ces entités se sont moquées de lui, ont utilisé ses croyances pour qu'il adhère à elles, pour ensuite le vampiriser et le tuer, parce que la mort d'Adamski est très suspecte selon Louise Zinstag, qui était une de ses meilleures amies en Europe. Et ces entités ont joué avec les croyances d'Adamski, qui croyait donc dans des concepts New Age, qui croyait aux soi-disant frères de l'espace et tout. Donc, elles se sont matérialisées sous la forme de frères de l'espace ou de soi-disant frères de l'espace et ont utilisé les croyances New Age de George Adamski pour ensuite lui donner un message lié au programme du faux sauveur externe et tout ça pour vampiriser lui et son auditoire. Et ensuite, l'ont détruit à la fois en disant qu'elle venait de Vénus et tout ça. Donc, ça lui a attiré des moqueries alors que, euh, alors que voilà, il n'y a pas de moquerie à avoir puisque ces entités manipulent les gens, mais ça lui a attiré beaucoup de moqueries. Et en même temps, elles l'ont vampirisé, elles ont pris son énergie. Et du reste, quand Adamski a parlé à Louise Instag, il disait, il y a des entités qui ne sont pas très gentilles aussi. Mais ça, il disait qu'il pouvait pas en parler, mais qu'il y avait des entités pas très gentilles, qu'il manipulait et tout. Et ça, peu de gens le savent. Donc, il avait commencé à comprendre que ces entités jouaient avec lui. Et on retrouve ce jeu dans des apparitions de fantômes aussi, où c'est très souvent des entités qui se font passer pour des fantômes. Il y a des fantômes authentiques, des âmes errantes et tout ça. Ça, clair, net et précis. J'ai parlé avec un passeur d'âme qui fait le distinguo et il y en a vraiment, mais il y a aussi des fantômes qui sont des entités non humaines qui se font passer pour des décédés pour leurrer les personnes à consentir à elles ou pour générer donc une espèce de mythologie de lieux hantés pour attirer des gens sur des lieux hantés qui sont hantés mais pas par des fantômes mais par l'entité non humaine ou des entités non humaines pour ensuite vampiriser leur énergie. Donc ce jeu pervers, on le retrouve de partout. Tu te rappelles, je t'avais parlé aussi des déformations du temps et tout ça. Beaucoup de ces déformations du temps et de personnes qui se retrouvent dans des timelines parallèles, c'est lié au jeu de ces entités parce que ça ne fait pas avancer leur plan. Et une personne qui se retrouve dans une autre dimension et tout ça, c'est au-delà de même du vampirisme énergétique. C'est un jeu vampirique. Elle joue avec la personne, un jeu absolument pervers, puisque des gens se retrouvent dans des timelines totalement différentes, avec des vies totalement différentes. Par exemple, récemment, j'ai écouté un cas sur une chaîne YouTube qui s'appelle Paranormal Rising, le paranormal qui se lève. Maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle Twilight quelque chose, où ça parlait d'un jeune homme d'à peu près 17 ans qui avait fait le mur de chez ses parents. Donc, c'était un jeune homme qui avait une vie très, très joyeuse, très bien à tout point de vue, qui était un bon élève dans sa classe, qui allait en plus dans des institutions privées relativement connues aux États-Unis et tout, et qui avait des parents qui l'aimaient. Et arrivé à 17 ans, bah, il voulait un peu aller faire la fête et tout. Comme il savait que ses parents diraient non, une nuit, il s'est échappé de la maison de ses parents, passé comme dans le dessin animé Tom Sawyer, que je sais pas si tu le regardais quand tu étais petit. Il est passé par la fenêtre de ses parents. Donc, peu importe, il va à une espèce de fête qui est donnée. Et là, il boit un verre. Comme il n'est pas habitué et tout ça, ou qu'il y avait peut-être une substance, il s'effondre, il s'évanouit. Donc là, quand il se réveille, la fête est finie, tout est délabré et tout, alors que c'était une fête qui avait lieu dans un beau jardin. Là, il est dans un espèce de grange, tout délabré et tout. Donc, tant bien que mal, il se lève et il se reconnaît à peu près, il revient chez lui. Et là, il rentre
dans son lit, c'est le petit matin, et ses parents sont pas debout, donc il est assez content. Il rentre dans son lit, il se sent mal et tout, envie de vomir, mais il rentre dans son lit. Et là, il y a des hurlements absolument terribles, mais des hurlements. Et en fait, dans son lit, il y a un autre garçon qui a à peu près son âge et qui commence à hurler, à dire fous le camp, fous le camp, fous le camp. Et là, il y a deux personnes qui descendent, un couple d'une cinquantaine d'années qui ne sont pas ses parents et qui lui disent tu dégage de chez nous, voleur. Il dit mais enfin, vous allez dégager de chez moi. Je suis pas un voleur, j'habite ici avec mes parents depuis toujours. Et ils disent, mais tu es fou, tu es fou, tu es fou. Et en fin de compte, ils finissent par appeler la police. La police est prévenue et ils arrivent et ils mettent le jeune homme en garde à vue, qui proteste toujours, qui hurle et tout ça. Et il donne son identité et tout. Et quand il se regarde dans le miroir, il se rend compte que son visage a changé. Euh, et c'est pas le même visage. Enfin, tu verras, c'est complètement fou qu'il est différent. Et donc, il comprend pas. Et quelque temps plus tard, la police vient et lui dit, tu ne t'appelles pas du tout ce prénom-là. Tu ne t'appelles pas du tout ce prénom-là. Toi, ton prénom, on va dire John Smith. Ton prénom, c'est John Smith. Tes parents ne sont pas des parents. Tes parents, d'ailleurs, tu n'as pas de parents. Tu es un enfant de l'assistance publique et tout ça. Tu as un casier judiciaire déjà très chargé pour ton âge et tout. Euh, pour ce que tu as fait, tu vas très certainement finir plusieurs mois en prison. Donc, et tu vois les différences au niveau de son visage, c'est pas un visage totalement différent, c'est des différences subtiles, tu sais, des cicatrices qui ne sont pas là un visage peut-être plus creusé ou un petit peu plus grassouillé, mais tu vois des petites, des distances, Une variante une de son variante visage, de voilà. ça, mais c'est quand même lui-même. Donc du coup, il passe en jugement. Finalement, le juge le fait interner parce qu'il continue de soutenir Mordicus et tout ça, qu'il a jamais été délinquant, qu'il connaît ses parents et tout. Il le fait interner et là, il commence quand même à jouer le jeu. Donc, il sort de l'hôpital psychiatrique et tout. Il se retrouve avec un petit peu d'argent dans un espèce de studio miteux et il essaye de retrouver ses parents, il fait des recherches, ses parents n'existent même pas et tout. Et là, il se retrouve, il est dans cette timeline, c'est quelqu'un qui a envoyé son témoignage et tout, donc il se retrouve dans une vie qui n'est pas la sienne. Et des cas comme ça, quel intérêt de faire des choses comme ça à quelqu'un? Pour moi, c'est un jeu pervers de la part de ces entités, mais pour moi, c'est délibéré, parce que c'est trop élaboré pour être un glitch dans la matrice. Il y a des glitches dans la matrice, mais un glitch, c'est genre, tu es dans la cuisine et ta femme rentre du boulot et passe dans la cuisine et se sert un verre de vin et ressort de la cuisine. Et après 2 minutes après, tu vois ta femme qui rentre du boulot, qui sert un verre de vin et sort. Et là, c'est assez effrayant, mais un glitch, c'est ça. Mais là, c'est bien au-delà d'un glitch, c'est quelque chose qui a des conséquences. Et pour moi, ça correspond à un jeu absolument pervers et abject de la part de ces entités. Donc, tu vois, ce concept de jeu vampirique, c'est vraiment à plusieurs niveaux, mais j'en arrive à la conclusion. Et ça, c'est vraiment de plus en plus, j'arrive à cette conclusion que on est au cœur d'un jeu entre entités qui joue avec nous, qui nous utilise, qui nous manipule comme des pions. Et je vais vraiment pousser mes recherches sur ça parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, une piste à creuser pour comprendre ce système de contrôle, en fait. C'est intéressant, Paul. Vraiment, je t'encourage à continuer là-dessus et j'espère qu'un jour, ben, on aura
la possibilité de lire tes recherches, ou en tout cas de les entendre, ou en tout cas de les lire, parce que je sais que tu écris en ce moment un bouquin. Et donc, tout ça pour dire que c'est important parce que, au final, ce garçon, voilà, ça me rappelle justement un peu le scénario qu'on trouve justement dans Twilight Zone. Sans doute que c'est pas un hasard pour lequel ils ont sûrement changé de nom de leur chaîne YouTube. Mais c'est vrai. Admettons que ça vous arrive, chers auditeurs. Admettons que demain vous réveillez dans une autre vie, dans une autre timeline. Vous faites quoi pour le prouver finalement? Rien. Vous êtes même plus là en fait. Enfin, vous êtes plus là par rapport à notre timeline, à la vôtre en tout cas, à celle que vous vivez en ce moment, qu'on vit tous, je suppose, en même temps, hein, voilà. Quand je dis je suppose, ça peut paraître bizarre, mais oui, parfois je me demande si on est tous sur la même la timeline, mais enfin oui, on va dire que oui. Mais voilà, donc admettons que ça vous arrive demain, que ça m'arrive demain. Qu'est-ce que je vais faire pour le prouver, quoi? C'est foutu, en fait. On est passé d'une dimension à une autre. Et de toute façon, ben, c'est un peu le même jeu qu'on a avec l'au-delà. Je sais que c'est pas le sujet, mais voilà, ça revient exactement au même. On décède, on va dans un au-delà, dans une autre dimension, hein. Moi, je le dis à chaque fois, c'est pour ça, bon, pour ça que je dis toujours terre plate, pas terre plate, on s'en fout. Ici, moi, je trouve on est dans une dimension. Voilà, point à la ligne. On s'en fout finalement de la gueule de cette zone dans laquelle on est. On est dans une dimension qui, à chaque fois, je le répète, maintes et maintes fois, est vachement bien faite, assez bien construite, avec quelques glitches, hein, ça c'est clair, mais voilà, elle est quand même bien construite. Et puis après, on passe dans une autre dimension. Et cette autre dimension, bah, si on creuse, ça reste une dimension, c'est pas le top non plus. Et il y aurait comme ça, apparemment, plusieurs dimensions finalement. Et je crois que c'est ça le vrai secret finalement, c'est de pouvoir se dire, mais il est où elle est où la vraie réalité dans tout ça, quoi? Tu vois, dans quel scénario est-ce que finalement on devrait se trouver, quoi? C'est Et horrible. en fait, je pense qu'un des buts, c'est de vibrer au-delà de ce jeu, mais aussi, comme tu dis, de se retrouver dans la timeline la mieux adaptée ou de créer sa timeline la mieux adaptée parce qu'on est des êtres créateurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Clairement, hein, tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui dans l'émission, faut surtout pas rester là-dedans. Faut se dire que voilà. Moi, je dis à chaque fois, ce genre d'information, quand je regarde une émission True Crime ou une interview justement de quelqu'un qui a vécu dans une secte, c'est ça descend un peu les vibrations clairement, hein. Après ça, vous avez presque des nausées, tout ça. Mais je crois qu'il faut pouvoir se dire, ok, je regarde ça, j'observe ça comme une réalité, comme quelque chose qui existe. Ça ne m'atteint pas, enfin, ça m'atteint parce que je suis empathique, parce que j'ai encore, oui, je suis humain, que donc, oui, je suis en empathie avec les victimes. Pour autant, protection, une barrière, faites-la comme vous voulez, hein, à chacun à votre façon. Et cette barrière fera que justement vous pouvez avoir cette information sans pour ça que ça devienne votre réalité. Parce que c'est surtout ça qu'il faut pas faire. Et bien sûr, eux, ils ne comptent que là-dessus, ces entités, ou en tout cas ouais, ces entités, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ne comptent que là-dessus, en fait. C'est pour ça qu'il y a énormément de jeux vidéo d'horreur maintenant, surtout, hein. D'ailleurs, ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup à la mode en ce moment au niveau du jeu vidéo. L'urbex, tout un temps, ça a fait beaucoup de... Tout ce qui est chasse aux fantômes, etc. C'était à un moment donné la mode. Je crois que ça pourrait très bien rebasculer là-dedans du jour au lendemain. Faites pas ça. Franchement, faites pas ça parce que c'est pas top. On sait pas avec qui on a affaire. Et effectivement, si vous voyez une apparition, essayez, mon Dieu, je sais bien que c'est pas facile dans le moment, mais essayez d'avoir la tête sur les épaules, les pieds ancrés et de se dire que voilà, il y a une apparition, ok, c'est pas normal, ok, c'est fantastique, ok, c'est merveilleux, ok, c'est horrible, mais essayez de garder vraiment la tête sur les épaules, mon Dieu, et de pouvoir bah, vous dire que la peur ne vous atteint pas. Et c'est toujours le même mot d'ordre, hein, ne pas avoir peur. Et ça, c'est une des meilleures protections. Et enfin voilà. Oui, Trêve puis de c'est bavardage. vibrer au-delà de ce jeu parce que c'est un jeu. En fait, le jeu, tout est fait pour nous tirer vers le bas. Donc, tout le cirque de la politique et tout ça, toutes les pensées intrusives dont on a déjà parlé et tout ça, tout est fait pour nous tirer vers le bas, pour
qu'on vibre au niveau du jeu des entités sans âme. Et ça, et donc, quand on vibre au niveau du jeu, on est dans le jeu, on est joué comme un pion. Donc, c'est créer son propre bonheur dans le quotidien pour élever la fréquence, pour vibrer au-delà du jeu des entités sans âme, pour ne plus pouvoir servir de pion. Et ça passe par nos capacités créatrices, ça passe par se créer son propre bonheur, créer un canevas de réalité incompatible avec ces entités sans âme, parce que par notre connexion divine, on peut élever notre vibration, notre fréquence à l'infini, mais les entités, comme elles n'ont pas de connexion divine, elles l'élèvent comme ça. Donc, si on élève notre fréquence au-delà des entités, on n'est plus atteinte par elles, on n'est plus atteinte par leur jeu. On ne devient plus baladé par le jeu, mais on crée notre propre jeu qui n'a rien à voir avec les entités, qui est un jeu humain et pas un jeu vampirique. Au contraire, c'est un beau jeu, un jeu d'expansion, un jeu de création, un jeu d'originalité, de joie, de bonheur et d'amour. Et je pense que c'est ça où il faut aspirer. Je pense que c'est ça. Et cette information, si on la donne, c'est justement pour en être conscient, pour vibrer au-delà. C'est exactement ça, c'est une super conclusion, Paul, franchement, que tu nous fais là, parce que c'est vrai, ça, c'est même quitte à répéter en réécoutant la vidéo, juste ce passage-là avec Paul, parce que c'est vrai que d'un côté, faut pas renier tout ça, il faut se dire que tout ça, ça existe, justement, la connaissance nous libérera en tout cas, en tout cas une partie des choses enfouies, des choses occultes. La connaissance peut nous libérer, mais elle ne doit pour autant pas devenir, comme tu dis, notre jeu, notre vie principale. Après ça, quand on a ces informations-là, on peut passer à autre chose. Et je pense que voilà, le but, c'est ça. C'est vraiment, encore une fois, s'abreuver bah, de ces choses-là, de ces choses négatives qui existent, hein, parce que clairement, elles existent. Hein, voilà, faut vraiment pas les renier et de pouvoir les comprendre. Quand on les comprend et quand on les observe, on peut les observer, et quand on peut savoir qu'elles existent, à ce moment-là, vous pouvez passer à autre chose. Et à ce moment-là, vous n'avez plus peur. Vous pouvez passer à autre chose. Comme dit Paul, on peut vibrer plus haut, etc. Et se dire stop, vous ne passerez pas, comme dans le fameux film Lords of the Ring. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment que ça Oui, en oui, fait. c'est ça, hein. C'est vraiment ça. En tout cas, Paul, donc toi, tu es effectivement en train d'écrire un bouquin. Est-ce que tu veux en parler ou pas du tout, ou pas encore? Bah, c'est un bouquin que j'ai quasiment fini, où je vais revenir justement sur cette notion de jeu énormément, surtout dans la dernière partie, mais en fait, c'est une trame tout au long du bouquin. Et ben, dans ce jeu, je reviens aussi sur beaucoup d'événements de l'actualité, mais au niveau ésotérique, au niveau occulte, au niveau des entités. Je parle de tout ce qui est manipulation de la réalité dans des événements récents de l'actualité, même très récents. Je reviens sur ce concept de pensée intrusive, de manipulation de nos pensées par les entités. Et puis, ben, je reviens sur cette notion justement de jeu de ces entités, comment elles jouent avec nous. Donc, c'est un livre qui, voilà, qui va bien au-delà de ce que j'ai pu faire avant et que j'espère sortir d'ici la fin de l'année. Donc, je n'ai pas encore de titre, mais, euh, mais ça va être vraiment un livre d'actualité et tout ça. Donc là, j'ai fini de l'écrire. Je suis en train de commencer à le corriger, à faire une première relecture. Puis après, je fais partir ça chez l'éditeur. Donc, c'est une auto-édition qui s'appelle Lulu. Et puis, ben, j'espère sortir ça le plus tôt possible. Magnifique, Paul. De toute façon, on se tiendra au courant via ton site internet, ta chaîne YouTube aussi, que je mettrai comme d'habitude en description, bien entendu, cher Paul. De toute façon, là, on sera début octobre, je crois, plus ou moins quand fin septembre, début octobre, quand l'interview sortira. De toute façon, d'ici là, je sais que tu n'as peut-être pas encore programmé quelque chose. Je sais que tu fais des sorties de visites ésotériques de Paris. C'est quoi? C'est chaque dimanche à peu près en ce moment ou comment? Alors, si ça sort fin septembre, début octobre, ben, je donne une conférence classique en présentiel le samedi 5 octobre
Paris 14e au Café d'Orléans de 12 heures à 18 heures. Et ça sera justement sur le thème du gang stalking, du lien avec les false flags et les entités non humaines. Donc, ben, n'hésitez pas vraiment, si vous êtes sur Paris, à venir. C'est 6 heures de conférence à l'ancienne en présentiel. Et ben, c'est super convivial, on mange tous ensemble et tout. Et puis, ben, c'est des thèmes que je traite toujours de manière inédite. Et puis, ben oui, Alexis, la nouveauté, c'est que tous les dimanches, j'organise des visites guidées du Paris ésotérique, ou en tout cas une conférence en plein air sur un thème. Par exemple, la conférence que je vais organiser donc le dimanche, que j'ai organisé le dimanche 15 septembre, puisque tu le mettras après le 15 septembre, c'est sur le thème du culte de Saturne et du temps. Donc, le rendez-vous aura été à la place Saint-Michel et on visite les lieux de Saturne. Je donne des anecdotes sur le voyage dans le temps, sur les projets secrets et tout ça. En même temps aussi, il y a parfois des participants à la conférence qui témoignent. On a vécu aussi à une des conférences des phénomènes paranormaux. Est-ce qu'une personne qui était médium s'est retrouvée 400 ans en arrière dans le Paris du passé avec des entités qui nous observaient depuis le passé, des espèces de Men in Black. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Il y avait aussi une auteure qui avait écrit, qui était en train de travailler, par exemple, sur différents thèmes liés à nos recherches et tout ça, sur le thème du vampirisme, il y a une quinzaine de jours. Donc ça, c'était hyper intéressant de lui parler. Et puis, il y a beaucoup d'échanges. Et puis, c'est sympa parce que c'est des visites guidées. On est entre une petite dizaine en général. Et donc, il y a beaucoup d'échanges. Et s'il pleut, bien évidemment, on essaye de trouver à l'avance un café où il y a une grande table. Et on continue ça tranquillement dans un café. C'est moins formel que les conférences en présentiel, c'est plus détendu, c'est un plus petit comité, mais l'information n'est pas plus informelle. C'est vraiment, là, je donne encore beaucoup d'informations et de l'information, parfois vraiment très nouvelle, très fraîche. Magnifique, Paul. En tout cas, grand merci pour tout ça. Effectivement, le 5 octobre, c'est noté pour les personnes qui voudront effectivement faire partie de cette conférence. Eh bien, de toute façon, le lien aussi, pareil, dans la description, comme d'habitude. En tout cas, Paul, on te remercie au nom des auditeurs et de moi-même. On te remercie d'avoir encore donné cette superbe émission, cette superbe conférence. On a parlé de beaucoup de choses. Encore une fois, malgré tout, interliées, mais quand même à la fois différentes. Mais je trouve ça, enfin, moi, c'est des sujets voilà, je vais pas dire qui m'anime parce que mon Dieu, c'est avec ça, mais des sujets quand même qui m'interpellent énormément. C'est pour moi d'ailleurs parmi les sujets, si je vais les catégoriser dans une liste, parmi le top 3 on va dire, du questionnement, du pourquoi, du comment, voilà, de comment finalement cette matrice est faite. Et vraiment, encore une fois, grand merci. Euh, donc, de toute façon, on se retrouve bientôt. Clairement, on aura encore l'occasion de faire des thèmes, si tu es d'accord. Et, euh, et, Absolument. et de toute façon, ben voilà. En tout cas, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Soyez toujours très gentils dans les commentaires. De toute façon, vous savez très bien, si ce n'est pas le cas, je masque les commentaires désobligeants, voire je banne les auditeurs carrément. Mais voilà, de toute façon, vous êtes quand même en général tous bienveillants et je vous remercie pour ça. On vous remercie pour ça. Continuez en tout cas à enquêter sur tout ça par vous-même en faisant des recherches. Hein. Ne nous croyez pas comme dirait l'autre. Faites vous-même vos propres recherches. C'est une des meilleures façons de pouvoir, pourquoi pas, enquêter sur, de toute façon, cette grande enquête qu'est la vie mystérieuse. En tout cas, grand merci à vous tous. D'ici là, la semaine prochaine, encore une vidéo normalement, si tout va bien. Portez-vous bien, passez une agréable semaine encore une fois, et surtout restez positif, n'ayez pas peur. De toute façon, il n'y a rien qui peut nous atteindre tant qu'on a cette foi-là. Gros bisous à tous, likez, commentez, partagez l'émission éventuellement, faites connaître les Sentiers du Réel, bien entendu. Il y a aussi des liens d'affiliation si vous voulez un petit peu aider la chaîne. Gros bisous à tous.
Ciao, ciao. Salut. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci, à la semaine prochaine.